Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un tout nouveau concept que je suis trop content de mettre en place. Aujourd'hui, on fait un petit test de ce concept et j'espère que la vidéo va vous plaire. Vous le savez, cette chaîne YouTube, c'est un endroit où je vous parle de tout ce qui me passionne. Voilà, depuis que je suis tout petit, je vous parle de théâtre, je vous parle de ciné. Mais il y a aussi des choses que j'adore faire, c'est voyager. Et c'est faire notamment de la randonnée. Et j'adore découvrir des endroits que je ne connais pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu compliqué pour moi de vous embarquer avec moi parce que j'avais pas le matériel spécifique pour faire ça, etc. Mais c'est vraiment une idée qui me trotte en tête depuis très longtemps. Et vous pouvez le constater à la qualité de cette vidéo, j'ai eu du nouveau matériel à Noël, je suis ravi. Ce qui veut dire que je peux commencer à vous faire découvrir des endroits que moi-même je découvre. Et donc on va partir un petit peu à l'aventure aujourd'hui, découvrir un petit peu les lieux qui sont autour de l'endroit où je me trouve actuellement dans le Finistère. On va voir un petit peu ce qu'on peut en découvrir. Et puis voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Ça va être un peu le crash test ce premier épisode. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai trop hâte aussi de vous filmer la suite, de vous filmer toutes mes découvertes, de vous filmer des voyages aussi, pour vous faire découvrir un petit peu du patrimoine que vous ne connaissez pas dans des endroits que vous ne connaissez pas non plus. Donc je vous embarque avec moi et on commence tout de suite. Alors il faut savoir que le premier lieu que je vais visiter, c'est la chapelle Saint-Tugen, je crois que ça se prononce comme ça, qui se trouve dans le Finistère, proche de la Pointe du Raz, et je pense qu'on va faire un petit peu le tour de toutes les chapelles qui sont là-bas, parce qu'elles sont associées à pas mal de folklore, et en tout cas de mythes et de petites légendes autour de la Bretagne, et ça peut être très sympa à découvrir. La chapelle est juste à côté, je vais vous faire quelques plans de coupe, et je vous raconte en voix off de quoi on parle quand on parle de la chapelle Saint-Tugen. Pour commencer notre périple, je vous emmène donc à la chapelle Saint-Tugen, enfin plus précisément autour de la chapelle. Cette chapelle se trouve dans le hameau de Saint-Tugen, sur la commune de Primelin, dans le Finistère. C'est une chapelle très connue dans le secteur, surtout parce qu'elle est particulièrement grande, comparée aux autres chapelles locales. C'est pour cette raison qu'on la surnomme souvent la cathédrale du Cap-Sizun. La chapelle Saint-Tugen est une chapelle tréviale. Pour faire simple, ça veut dire qu'elle dépend d'une paroisse, mais qu'elle est éloignée de l'église principale. Les habitants pouvaient donc assister à des offices religieux, mais pas de façon permanente, et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le Finistère, il y a énormément de chapelles de ce type-là. Pour dire, lorsque j'ai eu l'intention de faire cette vidéo clairement sur un coup de tête pendant mes vacances, j'ai pu en visiter 3, mais il y en avait facilement le double autour de moi. Même s'il n'existe pas de chiffre officiel précis, on estime qu'il y avait autrefois environ 380 anciennes paroisses et près de 1000 chapelles, au sens large, dans le département. Ça fait beaucoup. La chapelle Saint-Tugen se trouve à l'intérieur d'un enclos paroissial qui est entouré d'un muret en pierre. Ce muret, il est percé par plusieurs échaliers. En gros, ça ressemble à ça, maintenant tu sais comment ça s'appelle. Mais aussi de 2 arcs de triomphe. Celui situé au sud est très imposant. Celui à l'ouest, au contraire, est volontairement bas. Dans la partie sud de l'enclos, on trouve un cimetière, comme c'est le cas dans pas mal de chapelles de manière générale, dépendant des communes. L'ensemble est un enclos typique des 15e et 16e siècles. La chapelle est classée monument historique depuis 1909 et ce classement a été étendu à l'ensemble de l'enclos en 1963. Le bâtiment se compose d'une nef de 4 travées, de bas-côtés et d'un chevet plat. Sur la façade ouest, on découvre une tour carrée de 28 mètres de haut et de 6,5 mètres de large. Elle s'inspire clairement de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Sa particularité, c'est que la flèche ne se trouve pas au sommet de la tour, mais dans l'angle sud-ouest, ce qui est assez inhabituel pour ce genre de bâtiment. À la base de la tour ouest se trouve l'une des 2 entrées principales. D'après l'historien René Couffon, ce portail ressemble beaucoup à celui de la chapelle Saint-Herbaut à Plonévez du Faou, au point qu'il pourrait venir du même atelier. La porte est ogivale, décorée de motifs sculptés et encadrée par 2 statuettes, un ange et un personnage pieux.
Chacun tient une banderole sur laquelle on peut lire Ave Maria et Pax Vobis. La seconde entrée principale se situe sur la façade sud. De nombreuses statues en kersanthite sont visibles à l'extérieur, sur les contreforts et la façade, mais aussi à l'intérieur, dans 6 niches dédiées au saint. Saint Tujean y occupe une place importante. Il est représenté avec sa clé, juste au-dessus de l'entrée. Devant le porche, on trouve le calvaire en granit de la chapelle. C'est la croix monumentale la plus richement décorée de la commune. Le croisillon ne porte qu'un petit Christ en métal, mais la base est ornée de 5 statues, dont une Vierge de Pitié, entourée de Saint-Pierre avec sa clé et de Marie-Madeleine tenant un vase d'aromates. Et je n'ai pas suffisamment de connaissances en religion pour vous expliquer pourquoi ce vase est rempli d'aromates. Ces statues, comme d'autres éléments visibles du site, notamment un cristolien sur le côté sud de l'Arc de Triomphe, proviendraient d'un calvaire plus ancien, détruit pendant la Révolution. Ce calvaire se trouvait autrefois à l'extérieur de l'enclos. Contre la façade sud de la chapelle, on peut également voir une stèle christianisée de petite taille sur laquelle une croix est gravée. En dehors de l'enclos se trouve la fontaine Saint-Tujean. Construite en pierre de taille, elle possède une ouverture en anse de panier et une voûte profonde. On lui attribuait le pouvoir d'éviter la rage et, par extension, de soulager la rage dedans. Saint-Tujean, aussi appelé Tujean, est un saint breton du Haut Moyen-Âge, que l'on situe généralement au VIe siècle. On ne dispose pas de sources écrites contemporaines fiables sur sa vie. Les informations que l'on connaît proviennent surtout de récits religieux et de traditions orales mises par écrit bien plus tard. Il est souvent présenté comme un moine irlandais ou un ermite venu de Grande-Bretagne qui aurait quitté son pays pour s'installer en Armorique, comme beaucoup d'autres saints celtiques. Dans les statues, Saint-Tujean est représenté en abbé, avec une mitre, une crosse, un livre des évangiles et surtout une grande clé de fer. Cette clé symbolise l'ouverture, la libération et la protection. Elle explique aussi pourquoi Saint-Tujean est invoqué contre la rage et certaines formes de folie. On compte aujourd'hui environ une trentaine de statues de Saint-Tujean en Bretagne, principalement datées des XVIe et XVIIe siècles. La légende la plus connue autour de Saint-Tujean explique son lien avec la rage. Selon la tradition, il aurait consacré sa sœur à une vie religieuse très stricte. C'est une manière particulière de dire qu'il a décidé de la vie de sa sœur sans son accord. Celle-ci finit par rompre son engagement, tu m'étonnes, ce qui provoque un scandale. Pris par la colère et le désespoir, Tujean aurait alors prononcé cette phrase extrêmement sexiste et misogyne qui est devenue célèbre: « Mieux vaut commander une bande de chiens enragés que garder une seule femme ». Cette parole aurait été transformée en don divin, super, faisant de lui le saint protecteur contre la rage, aussi bien chez les animaux que chez les humains. Ça fait évidemment partie des éléments très douteux liés à la religion et on n'a pas fini d'en voir au fur et à mesure de nos explorations, ça je vous le garantis. D'autres récits racontent qu'il aurait arrêté des chiens enragés à l'aide de sa clé, ou encore ramené à la vie des enfants morts après des morsures. Le culte de Saint-Tujean s'accompagnait de rituels très précis. Une grande clé en fer, conservée dans la chapelle, était utilisée lors des pardons. Elle servait à bénir de petites clés, portées ensuite comme protection par les enfants, les bergers, ou accrochées dans les étables. Lors des cérémonies importantes, la clé était plantée dans des pains offerts par les pèlerins. Ces pains bénis étaient réputés pour ne jamais moisir. Ils pouvaient être donnés à un chien suspect ou consommés par une personne mordue. La fontaine Saint-Tujean avait aussi une grande importance. Les personnes mordues faisaient des tours rituels autour du bassin, buvaient l'eau ou s'y regardaient les yeux pour savoir si la guérison était acquise. L'eau pouvait également servir à soigner les enfants et le bétail. En gros, une clé, un verre d'eau et ciao. Au Moyen-Âge, le culte de Saint-Tujean reste local et discret. À partir du XVIe siècle, il connaît un fort développement avec de nombreux pardons et une fréquentation importante liée à la peur de la rage. À partir de la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée des vaccins, la dévotion diminue et les demandes adressées aux saints se diversifient. Aujourd'hui, le pardon principal a lieu le dimanche suivant le 11 juin.
Il faut savoir que comme dans la plupart des villages, en fait, autour de l'église, il y a le cimetière, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des horaires d'ouverture. C'est pas le genre de chapelle qu'on peut visiter même à l'intérieur dans le jardin comme ça, en étant en dehors en fait des horaires d'ouverture. Mais c'est pas grave, je trouve que rien que de l'extérieur, c'est vraiment très très beau à voir. Et c'est fou parce que pour en avoir visité plusieurs, vous allez en voir d'autres d'ailleurs des chapelles là dans cette vidéo. Ça n'a pas du tout le même style que ce que j'ai pu déjà voir à d'autres endroits. Et je suis ravi donc de l'avoir découvert. Je suis juste un petit peu déçu du coup de pas pouvoir voir l'intérieur. Mais il y en a une en l'occurrence en haut d'un chemin de randonnée là dans le Finistère où je suis, que j'ai pas encore eu l'occasion de filmer ou quoi que ce soit, puisque je n'avais pas le matos quand j'avais fait cette rando là. Et j'espère pouvoir vous la montrer parce que vraiment elle est très très belle. Et en fait le plafond est une coque de bateau. Donc très très intéressant. Je ne peux donc pas vous montrer l'intérieur de la chapelle, j'ai pu vous montrer que l'extérieur, mais c'est pas grave, on reviendra une prochaine fois filmer l'intérieur, j'espère. Et on va se diriger tout de suite vers la deuxième chapelle qu'on va visiter ensemble. Je profite d'être à l'arrêt avant de repartir vers la seconde chapelle, juste pour vous dire que personnellement je suis pas du tout croyant, c'est pas du tout des espaces que je visite parfois ou quoi que ce soit, mais je suis toujours assez halluciné de ce qu'on a été capable de construire justement pour des croyances, et je trouve que les chapelles notamment, ça fait partie des choses qui font partie du patrimoine, qui racontent tout d'une histoire, et qui sont source de légendes aussi énormément, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant d'aller y faire un tour. Moi c'est des monuments, pour moi en tout cas, en tant que voyageur et en tant que personne qui aime découvrir de nouveaux endroits, c'est vraiment quelque chose que je vois, que je considère comme, voilà, une pièce de l'histoire, on va dire, qui est posée là à cet endroit. Et en l'occurrence en Bretagne, je trouve qu'on en a beaucoup et des très intéressantes à regarder, etc. C'est pour ça que je vous emmène sur ce terrain-là. C'est pas du tout question de croyance, mais je pense que c'est des choses importantes à rappeler. C'est que, croyant ou pas, on peut apprécier l'architecture, on peut apprécier ce que des personnes ont créé. En fait, il y a des centaines d'années, sans qu'il y ait forcément d'engagement particulier à ce niveau-là. Je voulais juste profiter de l'histoire de ces lieux, je vous laisse profiter des images, et puis voilà, on se remet en route, on part cette fois-ci à Saint-Théodore. Après 4-5 minutes de route, je suis arrivé à Saint-Théodore. C'est une petite chapelle à laquelle je suis déjà passé tout à l'heure, mais il y avait du monde et je voulais déranger personne, donc je suis revenu après. Beaucoup plus petite que la première, que celle de Saint-Tujein en l'occurrence, mais pareil, même chose, dans une vibe un peu différente, en tout cas moi que j'aime beaucoup. C'est comme les chapelles qu'on retrouve sur le bord de mer, donc très très chouette. Comme d'habitude, je vous fais des plans de coupe et je vous laisse avec l'histoire de la chapelle. La deuxième chapelle que l'on découvre ici, c'est la chapelle Saint-Théodore. Elle se trouve elle aussi à Primelin, sur une petite hauteur qui domine l'anse du Cabestan, tout près du hameau de Kerven. Encore une fois, j'espère que je prononce correctement. Le site forme une petite butte visible depuis la mer. Pendant longtemps, c'était un repère naturel pour les gens du coin et pour les marins du Cap Sizun. La chapelle Saint-Théodore ne repose pas sur une grande légende miraculeuse, mais sur une histoire qui s'est construite par étapes au fil des siècles. Le site est occupé dès la préhistoire. On le sait grâce à la tombe en coffre de l'âge de bronze qui se situe juste à côté de la chapelle. À l'origine, il s'agissait d'un ancien monument en pierre, un mégalithe comme on en trouve souvent en Bretagne. Cette tombe se présente comme une grande caisse faite de dalles de granit, un peu comme une cuve, typique de ce type de sépulture. Pendant longtemps, on l'a prise pour un dolmen ou pour un ancien hôtel, avant que la tradition chrétienne ne s'en empare et n'en fasse le tombeau de Saint-Théodore. Au Moyen-Âge, le site accueille une première chapelle dédiée à Santokru, je crois que ça se prononce comme ça, en tout cas d'après internet ça se prononce comme ça, désolé, un saint local que l'on priait pour protéger les cochons et les préserver des maladies. Ce culte s'appuyait aussi sur un jeu de mots en breton, puisque Hoc signifie cochon, et cette chapelle était antérieure à celle dont vous voyez les images aujourd'hui. La chapelle actuelle est reconstruite en 1672, comme l'indiquent les inscriptions visibles sur la porte sud. Le bâtiment a ensuite été restauré une première fois à la fin du 19e siècle, puis à nouveau au 21e siècle, ce qui explique son bon état de conservation actuel. La chapelle est simple et solide, construite en granit. Elle a une forme rectangulaire, avec un chevet à pans coupés et un petit clocher arrondi tourné vers la mer, qui rappelle le rôle de repère et de veille maritime des chapelles littorales du Cap Sizun. Deux portes, à l'ouest et au sud, permettent d'entrer. À l'intérieur, on découvre un seul espace, une nef unique, avec un plafond en bois. Jusqu'à une époque assez récente, le sol était encore en terre battue.
La chapelle peut accueillir environ 70 personnes. On y trouve une tribune en bois datant des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi qu'un retable bien travaillé dans le chœur, décoré de statues en bois représentant Saint Théodore en soldat romain et Saint Joseph. Aujourd'hui encore, le site reste bien vivant. Un pardon est célébré chaque année, le 3e dimanche de septembre, perpétuant une tradition ancienne et maintenant le lien entre le lieu, les habitants et son histoire. Concernant Santokru, il n'existe pas de grande légende ni de récit miraculeux à son sujet. C'est avant tout un saint très local, né des besoins du monde paysan. Son nom joue directement sur le mot breton ok, qui signifie cochon, comme on l'a déjà dit, ce qui en faisait un protecteur des troupeaux porcins, notamment contre les fièvres et les maladies. À Primelin, son souvenir est encore présent dans les noms de certains chants, et on sait qu'une chapelle lui était dédiée avant celle de Saint Théodore. Son culte montre bien comment, en Bretagne, les croyants ont parfois créé des saints sur mesure, sans biographie officielle ni miracle spectaculaire, mais profondément ancrés dans la vie quotidienne. Saint Théodore Tyron, en revanche, est un saint bien identifié. C'était un soldat romain, mort en martyr vers l'an 306, car il aurait refusé de faire un sacrifice aux dieux païens. Il aurait incendié un temple dédié à Artémis, ce qui lui valut d'être condamné et brûlé vif. Fun fun fun! Ces reliques ont circulé aussi bien en Orient qu'en Occident, faisant de lui un saint protecteur, invoqué notamment contre les incendies et certaines maladies comme les fièvres. On a de l'humour dans la religion catholique. En Bretagne, son culte serait arrivé assez tôt, sans doute par l'intermédiaire de moines venus d'Orient ou par les réseaux normands du Haut Moyen-Âge. Il n'y a donc pas tant de choses à raconter sur cette chapelle, si ce n'est qu'elle marque la christianisation des régions au fur et à mesure de l'histoire, où on a remplacé des lieux païens ou issus de croyances locales pour mettre en place des lieux de culte monothéistes. Bon, je suis parti un petit peu tard pour commencer à tourner cette vidéo, ce qui fait que le jour est déjà en train de décliner. Alors certes, c'est très beau, mais ça veut dire que dans quelques instants, on va plus y voir clair du tout. Donc on part très vite là, repareil, 4-5 minutes de route, parce que tout est très proche finalement dans tous les points que je pourrais traverser ici. Et on va aller voir une dernière chapelle que je ne connais pas du tout non plus, que j'ai jamais visité ou quoi que ce soit, dont je connais pas l'extérieur. Je vous présente le truc, et puis voilà, on va continuer ce petit voyage. En tout cas, je suis très content vraiment de commencer ce concept. Certes, on commence par quelque chose de très léger, etc. Mais je suis vraiment content parce que ça veut dire que je pourrais vous emmener aussi dans mes randos comme je veux le faire depuis très longtemps, etc. Donc voilà, pour moi c'est le feu, je suis vraiment trop content. Je viens d'arriver sur le chemin pour aller au 3e lieu qu'on doit visiter ensemble. Et comme vous pouvez le constater, je me les gèle parce qu'en fait, il caille de ouf. Et j'ai oublié mes gants, bien évidemment, pour aller faire les plans que je veux faire. Donc, on va se débrouiller avec ça. J'ai croisé une dame qui promenait ses 2 chiens dans le coin. Et je suis content parce que c'est vraiment, je pense, la meilleure période pour venir faire des plans, vu qu'il n'y a absolument personne. Les touristes, ici, dans le Finistère, ils sont là que quand il commence à faire chaud, etc. Il y a très peu de monde sur le moment de l'hiver. Ce qui est très bien quand on a de la famille dans le coin, parce que comme ça on est vachement plus tranquille. Et je voulais revenir un petit peu sur le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je filme la première, sachant que c'est un crash test, qu'en plus j'ai même pas mon micro pour aller avec ma caméra. C'est qu'en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de filmer du contenu de mes voyages et j'ai envie de filmer mes randonnées. J'ai eu de la chance quand j'étais gamin de beaucoup partir en vacances parce que j'ai des parents qui nous ont fait barouder partout en France et des grands-parents aussi qui voyageaient beaucoup. Et donc j'ai fait à peu près tout le territoire et on a toujours dans ma famille visité des endroits que peu de personnes connaissent. Des lieux certes touristiques pour certaines parties de voyage, mais aussi des lieux qui ne le sont pas du tout. Et en fait, je me suis toujours dit, mais c'est dommage qu'il y ait plein de monde qui ne voit pas, en fait, ces lieux-là. Et à l'époque, quand j'étais ado, j'avais déjà une chaîne YouTube où je parlais de pas mal de choses, etc. Et je me rappelle avoir eu une fois envie, en voyage justement, de filmer en fait le lieu qu'on était en train de visiter. Et je m'étais dit, ouais, je pourrais en faire un concept et tout. Puis avec le temps, j'avais arrêté YouTube. Et là, quand j'ai eu ma nouvelle caméra à Noël, cette envie est revenue et je me suis dit, mais ouais, en fait, je suis passionné par la randonnée, j'adore découvrir de nouveaux endroits, etc. Et j'ai envie d'emmener du monde avec moi. Donc j'espère que cette espèce de prologue vous plaira et que vous me suivrez dans cette aventure parce que ce sera clairement pas le dernier épisode puisque j'ai trop de choses que j'ai envie de vous montrer, vous faire découvrir et de moi découvrir aussi. Donc trop bien. Dernière étape de notre voyage, la chapelle Sainte Chrysanthe.
Franchement, c'est sûrement le trajet que j'ai préféré. La chapelle est cachée sur un sentier de randonnée, loin des routes, et ça lui donne une ambiance incroyable, surtout quand la lumière du jour commence à tomber. Comme maintenant d'ailleurs, parce que je suis un peu bête et que j'ai commencé ma vidéo un peu tard. Mais bon, la chapelle se trouve près du hameau de Kerskoulet. J'imagine encore une fois que ça se prononce comme ça, j'en sais rien. Toujours à Primelin, au fond d'une petite vallée tranquille. C'est un endroit discret, un peu à l'écart, mais connu depuis longtemps grâce à sa fontaine, réputée pour ses vertus médicinales, bien avant que la chapelle ne soit construite. Avant 1856, la source existait déjà et attirait les habitants du coin. Dès 1837, les registres paroissiaux la mentionnent pour ses effets sur les rhumatismes, les douleurs articulaires et le mal aux os. Les anciens racontaient que l'eau, très claire et très froide, faisait effet si on y trempait les membres douloureux pendant 3 jours de suite, à jeun, en priant. Certains ajoutaient du sel ou des herbes bénites pour renforcer l'effet. Concrètement, on faisait un bouillon et c'était efficace. En 1856, on décide de construire une chapelle autour de la source pour lui donner un cadre plus religieux. La chapelle est petite et simple, construite en granit local. Elle a un plan rectangulaire, une nef unique et un chevet plat. De petites fenêtres éclairent l'intérieur et un clocheton élancé avec une flèche en ardoise domine le vallon. Depuis les chemins alentours, il sert de repère visuel. La grande particularité du lieu, c'est que la fontaine est à l'intérieur même de la chapelle, ce qui est assez rare. Elle est installée dans une niche murale décorée d'une statue de Saint Chrysanthe. L'eau jaillit par une bouche de lion sculptée et tombe dans un bassin de pierre. Autrefois, les pèlerins plongeaient leurs mains, leurs bras, parfois leurs jambes, ou y trempaient des linges qu'ils appliquaient ensuite sur les parties douloureuses. Ce type de chapelle-fontaine montre bien comment, au XIXe siècle, on a voulu christianiser des sources plus anciennes tout en encadrant les pratiques populaires. Après la construction de la chapelle, les rituels autour de la fontaine se sont organisés. On commençait par plonger les mains, puis les avant-bras, parfois jusqu'aux épaules, en récitant 3 Ave Maria. On pouvait aussi tremper un tissu neuf dans l'eau, le poser sur la zone douloureuse, le laisser sécher sur place, puis le rapporter chez soi. Certains revenaient 9 dimanches de suite, convaincus que ça fixait leur guérison. La tradition locale attribue ses pouvoirs à Saint Chrysanthe, considéré comme le maître des eaux guérisseuses. Une légende raconte qu'il aurait béni la source lors d'un passage dans le Cap Sizun, mais ce récit est tardif et sans preuve historique. Une autre tradition, plus ancienne, parle d'une jeune femme de Kerskoulet, guérie au XVIIIe siècle, qui aurait ensuite fait vœu de chasteté. Et cette histoire rappelle celle du saint. Saint Chrysanthe était un martyr romain du IIIe siècle, connu surtout par des récits tardifs et très légendaire. Fils d'un sénateur romain, il se convertit secrètement au christianisme. Pour le détourner de sa foi, son père le maria de force à Daria, une vestale païenne. Chrysanthe la convertit à son tour, et tous deux décidèrent de vivre dans la chasteté parfaite tout en prêchant. Ils attirèrent de nombreux convertis. Arrêtés et torturés, ils finirent par être enterrés vivants avec certains de leurs disciples. Leur culte se répandit au Moyen-Âge comme protecteur des époux chrétiens, même si leur existence historique reste très incertaine. En Bretagne, seule la figure de Chrysanthe est conservée, surtout comme saint guérisseur, notamment pour les douleurs articulaires. La chapelle de Kerskoulet est un exemple assez rare d'un sanctuaire qui lui est consacré. La chapelle a été restaurée en 1958 avec la toiture refaite et les murs consolidés. Elle accueille toujours un pardon annuel au mois de mai, généralement le dimanche après le 25 mai. Jusqu'au milieu du XXe siècle, des veillées nocturnes avaient lieu autour de la fontaine la nuit du 24 au 25 mai. Les femmes enceintes ou souffrantes passaient la nuit en prière, convaincues que l'eau travaillait mieux dans l'obscurité. Aujourd'hui encore, lors du pardon, l'eau est bénie et certains trempent leurs mains. La chapelle Saint-Chrysanthe est donc un bel exemple de piété populaire bretonne du 19e siècle. Une source ancienne, probablement pré-chrétienne, reprise par le christianisme, financée par les habitants eux-mêmes et entourée de pratiques simples mais très ancrées. Sans miracle spectaculaire, le lieu témoigne d'une foi discrète, liée au corps, à la douleur et à l'espoir de guérison dans un cadre naturel resté intact. Il doit y avoir une statuette de Marie qui est planquée juste là. Je pense que tu passes là en pleine nuit. Là, ça fait flipper ça. Et donc là, tu viens faire ton petit pèlerinage tranquille. Tu profites de la tombée du soleil qui est magnifique. Et tu peux poser ton cul ici. Je trouve ça très drôle. Cette espèce de banc en rondin. Ce que j'adore avec des lieux comme celui-ci, c'est que là, je suis au bout d'une allée avec de la bouillasse partout.
Et en fait, si j'avais pas cherché volontairement à aller voir des endroits que je ne connais pas, j'y serais littéralement jamais allé. Ce serait resté un endroit que j'aurais pas connu. Et pourtant, je viens assez régulièrement dans le coin. Donc voilà, je suis très content de découvrir ce genre d'endroit. Et c'est pour ça que j'aime ce concept-là, de vous faire découvrir aussi des lieux que vous ne découvririez pas si on ne vous les montre pas d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a tellement de monuments, il y a tellement de bâtiments, tellement d'œuvres d'art, de lieux, etc. qu'on ne connaît pas en fait, dont on soupçonne même pas l'existence partout en France. Il y a tellement de lieux comme ça en France qu'on ne va jamais découvrir parce qu'on ne sait même pas qu'ils existent en fait, que je trouve ça hyper intéressant de les découvrir. Et c'est un truc que j'ai envie de faire aussi autour de chez moi. J'ai envie d'aller découvrir les petites villes, les villages, etc. Parce que moi j'habite en ville directement, mais découvrir ces petits villages, etc. qui déjà me rappellent la campagne d'où je viens. Et ensuite parce que je pense qu'il y a des endroits hyper chouettes à découvrir, qui ont un patrimoine qu'on ne perçoit pas en fait, qu'on ne connaît pas et qui est hyper intéressant, encore une fois, à découvrir. Et puis peut-être que vous allez voir des lieux où vous allez vous dire tiens, tel truc que je l'ai vu en vidéo, j'aimerais bien aller le voir de plus près, et que ça vous fera découvrir différents lieux autrement aussi que par des grandes attractions, des grandes choses comme ça. Là en l'occurrence, je vous vlog la partie marche un peu. Je suis pas allé faire de la randonnée, je suis pas équipé pour en cette saison et il commence encore une fois à faire nuit comme vous pouvez le voir. Mais je vous proposerai aussi un contenu rando, c'est-à-dire que j'ai une application actuellement qui me permet d'optimiser, on va dire, mes randonnées pour découvrir différents lieux, points d'intérêt, monuments, etc., œuvres d'art, tout ça. Et j'ai très envie en fait de les partager avec vous, mais pour ça il faut que je reçoive mon matos pour la rando, parce que clairement, vloguer le bras tendu quand tu marches en même temps, c'est un petit peu galère. Je vous propose, pour terminer cette vidéo, qu'on se rende un petit coup à la plage, profiter un petit peu de la tombée du soleil sur la mer, et puis voilà, qu'on clôture cette première vidéo, et je vous remercie très fortement si vous suivez jusque là. Voilà tout ce que je fais, ça me fait hyper plaisir de partager tout ce qui me passionne avec vous, c'est vraiment un bonheur et je suis très content. Je pense que l'une des meilleures décisions que j'aurais prises en 2025 ça aurait été de relancer une chaîne YouTube, donc merci. Oh je sais pas si on va voir, on voit rien, mince, dommage. Vous venez de louper, ouais elle est partie, ok, je sais pas si on l'a vu sur la vidéo, il y avait une biche qui est sortie de nulle part ici. Ah dommage, j'aurais voulu vous partager les images. Bon, retour en voiture. Et il fait, je sais pas combien il fait, mais je me l'écaille. C'est marrant parce que les vlogs c'est pas du tout un truc que j'ai l'habitude de faire. Je fais que des contenus écrits et filmés quand j'ai le temps, monter, etc. Un peu de manière clean quoi. Et du coup, cette première vidéo, je suis content aussi de la faire de manière un peu spontanée comme ça, parce que c'est un vrai cap pour moi à passer, le fait de accepter de se filmer en public et tout. En vrai, les gens qui vloguent tout le temps, je sais pas comment vous faites. Je trouve ça un peu intimidant de se filmer devant des gens, même si bon, la plupart des gens n'ont rien à secouer concrètement, mais voilà, petite remarque comme ça. On reprend la voiture, on passe par la plage pour rentrer, et le feu, franchement je suis trop content d'avoir fait cette virée. Et j'ai hâte à la suite, je suis content de finir l'année sur ce tournage, ça me fait très très plaisir. Ce que j'ai retenu de mes visites dans les trois chapelles, c'est tout ce que j'ai appris sur la christianisation du Finistère. La conversion au christianisme ne s'est pas faite en détruisant les lieux sacrés païens. Au contraire, l'Église a souvent repris ces sites anciens et y a superposé ses propres cultes. Ce processus a duré environ 1500 ans et c'est pour ça que de nombreuses chapelles bretonnes, plus de 1700 rien que dans le Finistère, se trouvent sur d'anciens sites celtiques. Les Celtes vénéraient certains endroits précis, considérés comme des passages vers l'autre monde. Les sources et les fontaines étaient vues comme des habitations pour les esprits de l'eau et servaient de lieux de guérison ou de fertilité. Les mégalithes, comme les dolmens et les tombes, étaient considérés comme des portes vers l'autre monde. Les promontoires marins étaient associés à des cultes solaires ou à des divinités de la mer. Les carrefours servaient de lieux de passage hantés par les âmes errantes, appelées Anaon. Enfin, les tertres et les feux follets étaient considérés comme des portes féeriques, domaine des Corrigans.
Du 5e au 7e siècle, des moines venus de Grande-Bretagne sont arrivés dans le Finistère pour installer le christianisme. Leur méthode consistait à vider les sites de leurs démons et à y placer une croix ou une cloche. Par exemple, Guénolé a construit l'abbaye de Landévennec sur un ancien site solaire. Winwaloé a installé son abbaye près des sources guérisseuses de Tréguier. Et Tanguy a bâti une chapelle sur un dolmen à Prat. Entre le 10e et le 15e siècle, chaque paroisse reprenait un ancien territoire tribal. Des petites chapelles sont construites sur des sources comme San Yvon pour la guérison ou San Efflam contre les serpents. Des croix sont installées au carrefour, appelées Croas N pour chasser les corrigans. Entre le 16e et le 19e siècle, les chapelles connaissent leur apogée. Après le Concile de Trente, les pardons se multiplient. À la Révolution, certaines églises sont détruites, mais beaucoup de chapelles sont reconstruites sur les anciens sites sacrés. Entre 1800 et 1850, environ 500 nouvelles chapelles ont été bâties dans le Finistère, comme Saint-Chrysanthe à Kerskoulette en 1856. Même après la christianisation, les habitants ont gardé leurs gestes anciens. Les bains rituels dans les sources sont devenus des neuvaines, les offrandes d'herbe ou de sel se sont transformées en cierges ou en vœux, et les veillées de solstice sont devenues des pardons nocturnes. Les esprits des eaux se sont transformés en saints guérisseurs. Cette approche a fonctionné pour plusieurs raisons. Il n'y a pas eu de rupture avec les habitudes des habitants. Les saints locaux étaient plus proches et plus compréhensibles que les saints romains. Si l'eau ou la pratique semblait guérir, elle continuait, mais désormais sous la protection d'un saint. Et les chapelles permettaient aux prêtres de surveiller et encadrer les pratiques populaires. Le résultat, c'est que le Finistère a une densité incroyable de chapelles, environ une tous les 3 km². Saint-Chrysanthe est un bon exemple d'un ancien site celtique transformé en chapelle. La même logique s'applique à Saint-Théodore et à la majorité des sanctuaires bretons. Actuellement, vous voyez pas encore à quoi ça ressemble là, devant moi. Mais je vous garantis que pour un final, vous allez pas du tout être déçus. Et en plus, ici, on a un petit peu de lumière, donc tant mieux. Ce pilote de vidéo m'a permis de comprendre une chose. Je n'aurais jamais su tout ça si je n'avais pas eu la curiosité d'aller filmer ces lieux et de les découvrir dans un même temps. Je suis donc plus qu'heureux d'enfin lancer ce concept, et pour être honnête, j'espère que vous aussi. Le prochain épisode est déjà tourné, actuellement en phase d'écriture pour les voix off, et j'ai aussi très hâte de vous le montrer. Si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, tu peux écrire chapelle dans les commentaires pour m'aider à mieux référencer ma vidéo. Et voilà, ce prologue à mes nouvelles vidéos dont j'inventerai un nom plus tard, je sais pas, pour le concept en général, est terminé. Je vous remercie très fortement de l'avoir regardé. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous. Et je suis très content de finir sur cette plage qui a beaucoup de sens pour moi, voilà, en termes d'histoire. Je suis très content de finir sur ce magnifique coucher de soleil du Finistère. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, le projet de partir en rando avec moi, découvrir des endroits avec moi. Et j'espère surtout que j'aurai trouvé suffisamment de choses sur les chapelles que je vous ai présentées pour que ça fasse du contenu vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Il y a d'autres contenus que vous pouvez regarder sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager aussi, c'est super important, et booster si tu as la possibilité de booster la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.